Bonjour, bienvenue à Défaire le monde. Je m'appelle Colin Boudria. Et moi, je m'appelle Emma Berthaud. Allô, Emma. Rebonjour. Ça faisait longtemps que tu n'avais pas été là. Bah ouais, mais je suis même pas là dans l'épisode. Non, t'es pas là dans l'épisode. C'est qui est là? C'est juste moi et Bernard Lavallée qui est notre invité, le nutritionniste urbain qui est notre invité. Vanessa n'était pas disponible pour cet épisode-là. Et je voulais pas faire une intro tout seul comme un petit loser chez nous. Fait que je suis venu faire une intro avec toi à l'hôpital. Et vous avez parlé de quoi avec Bernard? La question de cette semaine, c'était est-ce qu'on devrait enlever les affichages caloriques de calories sur les aliments, sur les emballages d'aliments? Et on a parlé de 12 000 affaires, vraiment plus que je pensais. Et on a un peu parlé de tous les affichages nutritionnels sur les emballages d'aliments. Beaucoup plus que juste les calories. Puis Bernard, il trouvait qu'il fallait enlever les calories ou pas? Ouais, mais j'ai pas... On va pas un épisode de 32 secondes. Okay. Mais c'était super compliqué. Il y a eu beaucoup d'affaires à m'expliquer, notamment c'est quoi des calories, puis comment est-ce qu'on calcule des calories, puis faire brûler de la nourriture pour voir... Tu connais pas, c'est la quantité d'énergie qu'il faut pour faire bouillir un litre d'eau ou un truc comme ça? Ouais. C'est exactement ça, mais à la base, il calculait vraiment, genre, il brûlait un petit bout de nourriture, puis il checkait si ça faisait bouillir de l'eau. C'est complètement ridicule, là. Mais ouais, fait qu'on a parlé de ça. Il y a plein d'affaires que je comprends très mal, mais Bernard est très bon pour expliquer les trucs, là, comme d'habitude. Mais les gens vont comprendre à la radio, c'est juste toi qui bête ou? Je pense qu'il y a une partie des auditeurs qui vont comprendre potentiellement mieux que moi, oui. Et il y a combien de calories dans un café limo? Il y a 70 calories, mais on devrait pas mettre des affichages caloriques parce que c'est hyper compliqué. C'était une question piège. C'est surtout vraiment... L'important, c'est que ce soit vraiment bon. C'est ça que Bernard dirait. Et les cafés limo, c'est vraiment bon. C'est d'ailleurs notre commanditaire. Et il y a combien de calories dans un abonnement Patreon? Dans un abonnement Patreon, il y a aucune calorie. Pas que ça compte, parce qu'on s'en fout. Parce que ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'avoir du plaisir. Mais dans un abonnement Patreon, vous pouvez, pour 3$ avoir accès aux épisodes audio plus rapidement et pour 5$ avoir accès aux épisodes vidéo plus rapidement. Et si vous nous écoutez soit sur YouTube, soit sur les plateformes d'écoute gratuitement, bienvenue, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, ce serait super gentil de soit suivre la page, soit coter le podcast 5 étoiles. C'est toujours hyper aidant. Moi, je pensais que tu allais me demander il y avait combien de calories dans les jouets sexuels d'Eros. Je pensais que c'est ça que tu allais me demander à la... ça perd pas des calories d'orgasmer? Mais on s'en fout, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'on aime ça et que ça soit plaisant. J'ai pas réussi à plugger... J'ai quand même oublié. J'ai pas réussi à plugger le terme vibrateur dans l'épisode et j'ai oublié de donner un jouet sexuel à Bernard. Je suis vraiment désolé, Bernard. Donc, c'est toi qui va déballer un jouet sexuel en outro de l'épisode, à la fin de l'épisode. C'est le jouet de Bernard? Ben, c'est un des jouets que Bernard aurait pu gagner. Je comprends pourquoi vous dites dans l'intro qui a gagné. Faut le dire à la fin. Comme ça, les gens, ils peuvent... Ben, il est trop drôle. Bon. T'avais juste à être là, hein. T'avais juste à pas avoir des bébés. Maintenant, on fait la conclusion. Bonne écoute. Bonne écoute. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Je suis très content que tu reviennes une deuxième fois. Oui. Est-ce que vous avez beaucoup d'invités récurrents? T'es le deuxième invité récurrent. OK, quand même. C'est quand même flatteur. Okay, sur 38 épisodes. Fait quoi? Okay, c'est pas pire. Nice, on t'avait beaucoup aimé. On avait beaucoup eu de plaisir. Même si je voulais pas répondre à votre question. Non, mais on est allé dans plein de directions. C'est vrai que... Mais ça arrive souvent. Les questions sont un peu faites pour que les gens aient pas envie de répondre directement. Mais celle-ci, moins un peu. En fait, celle de cette semaine, est-ce qu'on devrait enlever les affichages caloriques sur les aliments en épicerie? OK, c'est pas farfetched du tout. Non, c'est ça. C'est moins tiré par les cheveux. Peut-être que pour certaines personnes, ça pourrait avoir l'air d'être comme la chose la plus... Tu sais, surtout un nutritionniste. Voir qu'un nutritionniste dirait qu'il faut retirer les étiquettes, ça se peut pas. Ben moi j'ai l'impression que oui. Là, tu joues un peu... Moi, j'ai l'impression que tu vas peut-être aller dans le sens de oui. Dans le sens qu'on devrait les retirer? Ou qu'on devrait les garder? L'affichage calorique, j'ai l'impression que oui. Je pense que tu vas me dire oui, mais on va voir. Il y a plein... aussi, tu sais, j'ai creusé un peu, puis il y a beaucoup d'affaires que je comprends pas du tout sur c'est quoi une calorie, comment on calcule les calories. Fait qu'il va falloir... Il va y avoir un petit côté très didactique qu'il va falloir que tu m'expliques beaucoup d'affaires. Je vais pas ressortir toutes mes notions d'université là, qui sont comme dans un coin là, que j'utilise jamais. Je vais devoir toutes les dépoussiérer parfois. C'est ça que on va voir s'il m'en reste un petit peu encore. Mais OK, on peut-tu commencer avec ça? Veux-tu m'expliquer c'est quoi une calorie? OK.
Donc, la calorie, c'est une mesure d'énergie. Donc, c'est comme... On va être capable de mesurer combien il y a d'énergie dans un aliment. La définition officielle d'une calorie, c'est la quantité d'énergie qui est nécessaire pour faire augmenter d'un degré Celsius 1 gramme d'eau. Ça, j'avais vu, puis ça me semble complètement arbitraire comme choix de calcul. Là. Ça pourrait... C'est ça, oui. Ça, oui. Oui, mais tant qu'à ça, on peut se dire qu'un centimètre, c'est arbitraire aussi. Oui. Ou qu'un pied ou un pouce. Oui, c'est la même chose. Mais c'est parce que moi, j'avais jamais vu une calorie comme un truc énergétique. Fait que, Okay. techniquement, je pourrais calculer ma nourriture même en wattage ou en n'importe quoi qui est une source d'énergie. Là. Oui, Okay. mais c'est de ce que j'en comprends, puis je suis pas un spécialiste de tous les calculs d'énergie possibles qui existent, parce que je suis persuadé qu'on calcule pas, mettons, l'énergie dans du pétrole de la même façon. Mais c'est probablement la mesure d'énergie qui était la plus, on va dire, utile, parce qu'il en existe une autre en passant, les joules. Puis ça, je peux même pas te l'expliquer parce que c'est pas utilisé. Mais, okay, mais les joules, ça pourrait... Les on joules, pourrait calculer ma nourriture en joules aussi. Absolument, puis il existe une formule mathématique pour transformer tes calories en joules et vice-versa. Mais honnêtement, j'ai jamais fait ça, puis je peux même pas te dire c'est quoi des joules exactement. Ouais. Mais fait que les calories, c'était comme une mesure sensible et assez précise à l'époque où on a choisi de l'utiliser. Ben moi, je pense que c'est juste que c'était pour la quantité d'énergie qu'on retrouve dans des aliments, pour pas avoir, mettons, 53 millions, 26, oui. un chiffre de même, mais pour avoir des chiffres qui font de l'allure peut-être dans la tête des gens, peut-être que c'est pour ça que ça a été utilisé. Je peux pas t'expliquer l'historique de pourquoi c'est la calorie qui a gagné et qu'on a utilisé. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les calories qu'on retrouve sur l'étiquetage nutritionnel et dont on parle dans le langage courant, ce ne sont pas des calories en réalité, ce sont des kilocalories. C'est-à-dire que c'est 1000 calories. Parce que justement, on avait des chiffres qui n'avaient pas de bon sens, comme tu viens de dire. Possiblement, exactement. Donc, le C majuscule, quand tu écris calories avec un C majuscule, c'est des kilocalories. C'est des kilocalories. Et donc, ça veut dire que, là, dans ce cas-ci, c'est pas la quantité d'énergie pour augmenter de 1 degré Celsius 1 gramme d'eau, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour augmenter de 1 degré Celsius 1000 grammes, 1 litre. Enfin, okay. 1 litre d'eau. Donc, c'est ça. Donc, les chiffres que nous, quand on parle de calories, c'est ça, en réalité. OK. Mais c'est full... Je sais pas que c'est abstrait, mais je veux dire, effectivement, dans la vie de tous les jours, on s'en fout. Oui. C'est pas ça, tu sais. C'est pas important de savoir ça, nécessairement. Puis il y a des compagnies qui offrent un service de comme mesurer l'apport calorique. Tu sais, comme si moi je veux si moi je veux mettre sur le marché un produit alimentaire, ouais. Est-ce que je peux faire appel à une compagnie qui va aller me mesurer, puis ils vont vraiment brûler mon aliment en dessous en dessous d'un chaudron d'eau? Ben, je pense que ça dépend vraiment des technologies. Okay. Puis là, il faudrait demander à des spécialistes qui le font. Mais comment ça fonctionne généralement? Donc, on va refaire un autre pas de recul. On va continuer dans la méthode didactique. On va bâtir nos connaissances une brique à la fois. Fait que là, maintenant qu'on sait que les calories, c'est une mesure d'énergie, ce qu'on s'est rendu compte aussi dans l'histoire de la nutrition, puis là, c'est notre cher Atwater qui a découvert ça, qui est un chercheur en nutrition. Donc, aujourd'hui, on utilise ce qu'on appelle les facteurs d'Atwater. Okay? Et donc, lui, ce qu'il a découvert, c'est que donc, les aliments contenaient des sources d'énergie. Puis lui, ce qu'il voulait savoir, et plein d'autres chercheurs, c'est combien d'énergie se retrouve dans les aliments. Et pour ce faire, on brûlait les aliments, justement. Puis c'était donc, ça provoquait une flamme. Puis cette énergie-là, sous forme de flamme, faisait augmenter la température. Puis tu étais capable de déterminer la quantité d'énergie. Okay? Ce qui est bizarre à computer comme ça, pour moi, c'est que ça, c'est comme on calcule l'inflammabilité d'un aliment, mais l'inflammabilité d'un aliment, c'est pas nécessairement la source d'énergie qui va me donner à moi non plus. Absolument. Okay. Non, bravo! Parce que du bois, ça brûle super bien, mais je pense pas que ça c'est hyper nutritif pour moi. Si t'avales un 2x4... Oui, c'est ça donne pas grand-chose. Non, exactement. Donc, dans ce cas-ci, ça, c'est un très bon exemple. Donc, du bois, c'est fait de cellulose. Nous, on n'a pas les enzymes pour être capable de digérer la cellulose. Les vaches, elles, sont capables de transformer... Les ruminants peuvent transformer... Donc, ils mangent de l'herbe. Ouais. Et là, ils sont capables de transformer cette herbe-là en énergie, puis à l'utiliser dans leur corps. Moi, si je mange de l'herbe ou de l'écorce d'arbre, ben, je vais avoir 0 calories qui va sortir. Techniquement, oui, il y en a des calories dedans, dans l'aliment. Mais ils ne seront pas digérés du tout. C'est ça. Donc, elles ne sont pas biodisponibles. Ça veut dire que je ne suis pas capable d'aller les chercher. Moi, comme être humain, je n'ai pas les outils, donc je n'ai pas les enzymes nécessaires pour aller les chercher. Donc, ce que Atwater a fait, et je ne sais plus comment il l'a fait exactement, ça, c'est trop loin dans mes trucs, mais lui, ce qu'il a été capable de voir, c'est que donc, les calories proviennent grosso modo de 3 macronutriments. Okay. Les macronutriments, c'est quoi? Ce sont des nutriments qui fournissent de l'énergie. Donc, c'est pas une définition circulaire, là. Mais, oui. Donc, les macronutriments, c'est les glucides, les lipides et les protéines. Donc, ça, c'est quand t'en manges, ton corps va en brûler une partie et ça va se transformer en énergie. Et lui, ce qu'il a été capable de mesurer,
c'était d'évaluer la moyenne d'énergie par gramme de protéines, par gramme de lipides et par gramme de glucides. Fait que grosso modo, ce qu'on sait aujourd'hui, puis les facteurs d'Atwater sont encore utilisés à ce jour, notamment pour le calcul des calories, c'est qu'on sait que 1 gramme de protéines ou 1 gramme de glucides, ça te fournit 4 calories en moyenne. OK. Parce qu'après ça, on pourra rentrer dans toutes les nuances. Puis les lipides, donc le gras, c'est 9 calories par gramme en moyenne. Évidemment, ce sont des estimations. Oh oui. Parce que chaque type, parce qu'il en existe des tonnes de types de protéines, des tonnes de types de glucides et de lipides. Il y en a plein. Et donc, c'est une moyenne de manière générale. J'aurais tendance à te dire que probablement que les gens, quand ils font des tableaux de la valeur nutritionnelle, vont utiliser... En fait, comment ils vont le faire, là, grosso modo? Je ne sais pas s'il y en a qui le font encore brûler ou comme de cette façon-là. Parce qu'il existe des tableaux qui existent de référence. Fait que tu peux calculer selon les ingrédients qui sont dans ton aliment. Voilà. Tu fais la somme, puis tu vas avoir... Ouais. Donc, OK. au Canada, par exemple, on a ce qu'on appelle le Fichier canadien des éléments nutritifs. C'est un outil qui est disponible à tous. mais qu'on va jamais aller checker nulle part. C'est ça. Moi, je suis allé très souvent là-dessus, mais ça sert absolument à rien d'aller là-dessus. Fait que, grosso modo, tu peux taper pommes. Puis là, il va te sortir toutes les pommes, mais ça peut être des variétés de pommes ou ça peut être la tarte aux pommes, whatever. Ouais. Et là, tu cliques là-dessus, puis là, tu es capable de savoir, mettons, une pomme moyenne. En général, en moyenne, on a calculé que ça donnait donc il y a tant de calories, tant de vitamines, de minéraux. Et là, c'est vraiment listé. Et souvent, je pense, pour faire le tableau de la valeur nutritionnelle, parce que c'est vraiment plus facile, ils vont aller chercher donc la recette. Fait que, mettons, voici mon produit. Je prends ma recette et là, on est capable de déterminer c'est quoi les nutriments qu'il y a dans ma recette au complet. Et là, on va être capable de calculer pour une portion donnée combien de calories, mais aussi combien de protéines, glucides, lipides, mais même des vitamines, des minéraux. C'est comme ça qu'on va l'estimer. Puis est-ce qu'ils ont les données aussi pour si l'aliment est transformé? Parce que si une pomme, tu sais, si je l'ai fait cuire ou whatever, c'est plus les mêmes chiffres. Oui. OK. Puis ils sont calculés aussi. OK. Tu peux trouver pomme crue, pomme cuite, avec peau, sans peau, tranchée, en dés, tout ça, ça existe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, mettons, ta valeur de pomme que tu trouves sur ce tableau de la valeur nutritive du gouvernement canadien, mettons, c'est pas genre, on a pris 50 000 pommes puis on a fait la moyenne. On a pris quelques pommes puis on a fait la moyenne. Et maintenant, c'est devenu la valeur de référence. C'est pas des chiffres incroyablement solides, donc. Ce sont des estimations. Et c'est censé ça. C'est ça leur but aussi. C'est censé rester une estimation. Et donc, et ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas, je pense, très souvent, c'est que au Canada, le tableau de la valeur nutritionnelle, donc les chiffres qui sont écrits sur le tableau de la valeur nutritionnelle, ont une marge d'erreur acceptée de 20 %. C'est-à-dire le chiffre n'est jamais vraiment exact. C'est considéré qu'il ne sera pas exact. Ça peut être 20 % de plus ou 20 % de moins. Et c'est légal. Donc, est-ce qu'on peut vraiment utiliser ces chiffres-là dans la vie de tous les jours pour commencer à calculer combien qu'on mange de calories, combien qu'on mange de glucides? Pas vraiment. Tu peux avoir une idée, mais jamais ça va être très précis. Surtout qu'après ça, là j'avance un peu parce qu'on va tomber là-dedans, mais après ça, ça va dépendre du métabolisme du monde, ça va dépendre. J'ai l'impression qu'il y a tellement de facteurs qui vont entrer en compte, qui vont rajouter une marge d'erreur, qu'éventuellement, peut-être ça sert un petit peu plus à rien. Ouais, moi, c'est sûr que je suis un très gros critique de ce que j'appelle le nutritionnisme. Mon deuxième livre que j'ai écrit, N'avalez pas tout ce qu'on vous dit, portait vraiment là-dessus. C'était une critique, finalement, de la façon dont on parle de la nutrition dans notre société. Puis les façons vraiment simplistes, en fait, d'en parler. Comme les façons... Moi, j'ai le goût de dire... Non, moi, c'est l'inverse. J'ai le goût de dire les façons trop complexes dont on en parle. C'est-à-dire que on se fait croire qu'on est capable d'avoir accès à de la bonne information, quand en réalité, c'est pas nécessairement de la bonne information. Donc, on se complique trop la vie. Et donc, à la place, ça pourrait être juste simple, puis laisser tomber ça. Et donc, on va retourner en arrière. Nutritionnisme. Donc, le nutritionnisme aujourd'hui, c'est la façon dont on parle le plus des aliments, la façon dont on perçoit les aliments. Le nutritionnisme, c'est quoi? C'est un concept qui a été développé par un chercheur australien qui s'appelle Georgie Skrenis, que je veux toujours le nommer parce que c'est comme un des livres que j'ai lu dans ma vie, puis en fait, un des champs d'études. Son concept, en gros, ça a changé ma vision complète de la nutrition. Comme je ne serais pas le professionnel de la santé que je suis aujourd'hui si je n'étais pas tombé sur ses écrits. Pour moi, ça a fait toutes les critiques que j'avais quand j'étais à l'école, dans mes premières années comme professionnel. C'est pas lui qui a créé le domaine, c'est plus tard, il y a eu un regard sur. C'est ça, il y a un regard critique sur la nutrition, et donc lui a créé le concept de nutritionnisme. C'est quoi le nutritionnisme? C'est le fait qu'on va décortiquer les aliments dans leurs composantes. Et avec le nutritionnisme, on se fait croire que, dans le fond, un aliment, ce n'est que la somme de ses nutriments, point.
Et donc, si on est capable de bien décortiquer des aliments dans toutes leurs composantes, alors on sera capable de trouver c'est quoi les meilleurs aliments qu'on doit manger, on sera capable de savoir c'est quoi la meilleure diète pour être en santé, vivre éternellement. C'est l'idée qu'on est capable de se faire des spreadsheets pour tout, finalement. Exactement, ouais. Ou tu sais, une autre façon, un autre terme qui est utilisé, c'est le réductionnisme nutritionnel. Fait que c'est vraiment de dire, on va aller regarder le pointu dans un aliment. Puis là, ma pomme, là, c'est pas juste une pomme, c'est voici tous les nutriments qu'il y a à l'intérieur. Puis c'est ça que c'est important. Et tous ces nutriments-là, que tu les manges dans une pomme ou que tu les prennes sous forme de pilules qui contiendraient tous ces mêmes nutriments-là, ça serait la même chose. Oui. C'est un peu ça, finalement, si on l'extrapole. Et donc, aujourd'hui, la façon dont on parle de la nutrition, bien sûr, mais des aliments, très souvent, c'est sous la loupe du nutritionnisme. Un exemple que j'aime beaucoup donner, on va faire un petit exercice. Okay? Vas-y. Ben, évidemment, tu dois douter déjà de la réponse parce que je t'ai un peu expliqué c'était quoi le nutritionnisme. D'habitude, je le dis aux gens, puis j'ai testé cette expérience-là ailleurs dans le monde, j'ai testé avec des professionnels de la santé, ça marche tout le temps. Donc, si je te dis un aliment riche en potassium. Banane. OK. Un aliment riche en calcium. Ben, je me suis fait dire le lait toute ma vie, mais je sais que c'est un peu pas le cas. Mais je sais qu'il y a du calcium dans le lait, oui. OK. Si je te dis un aliment riche en vitamine C. Les oranges. OK. Peu importe à qui tu demandes, genre... C'est tout le temps les mêmes... Puis tous les gens ont les mêmes exemples. Exactement les mêmes aliments. Fait que si je te parle de potassium, tout de suite, tu me parles de banane. Si je te parle de vitamine C, tout de suite, tu me parles d'orange. J'ai juste entendu parler de potassium dans ma vie en lien avec les bananes. Absolument. Oui. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a été brainwashé, si on veut, à associer un nutriment à un aliment. On ne sait pas trop pourquoi. Ce qu'on nous dit, grosso modo, c'est peut-être que ça serait l'aliment qu'on contient le plus, peut-être ce qu'on peut croire, du moins. Ou potentiellement, puis je veux pas tomber dans des théories du complot, mais ça se peut aussi que les producteurs de ces aliments-là avaient des bons lobbies aussi. Le lait, c'est le cas. Ce pushing-là est arrivé avec des raisons aussi. Oui. Et il y a eu beaucoup de lobbying pour les bananes aussi. OK. Honnêtement, parce que le lobbying du lait, on en parle très souvent puis on le connaît, mais il y a eu vraiment beaucoup de lobbying. Ça sera une histoire pour une autre fois. Mais c'est intéressant. Je pense que ça se nourrit l'un l'autre. C'est-à-dire que si la science te dit que les bananes sont riches en potassium, après ça, l'industrie des bananes va dire « Ah, ben la science le dit, donc nous aussi, on va l'utiliser comme point marketing et donc ça va s'auto-nourrir, puis ça va... » Bon, peu importe. Mais bref, tout ça pour dire que peu importe à qui je demande ça dans la vie, les gens vont toujours me dire lait, calcium, banane, potassium, vitamine C, orange. Les associations sont faites dans notre tête. Puis c'est comment ça se fait que dans ma tête, là, et notre tête à tous, banane égale potassium? Parce que une banane, c'est pas du potassium. Une banane, c'est une banane. Point. Une banane, c'est 99% pas du potassium. Et pourtant, dans notre tête, banane égale potassium. Et en plus, la banane, c'est pas l'aliment le plus riche en potassium. Et c'est pas non et du potassium, il y en a dans tous les fruits et tous les légumes. Et en plus, moi, je suis content quand je mange une banane parce que je sais que c'est riche en potassium, mais je ne sais pas à quoi ça sert, le potassium, de toute façon. Non, là, oui. Mais là, après ça a donné naissance à des mythes, genre, mange des bananes parce qu'elles contiennent du potassium, tu n'auras pas de crampes après avoir fait du sport parce qu'on a besoin de potassium pour que tu... Mais ça aussi, c'est n'importe quoi, tu comprends? Donc ça, c'est une sursimplification de banane égale potassium. Potassium est nécessaire pour la santé, donc je mange une banane, c'est comme manger du potassium et j'aurai tous les bénéfices de manger du potassium. Ça, c'est pas vrai. Les aliments contiennent des centaines et des centaines de molécules différentes à l'intérieur. Et ces molécules-là vont avoir plein d'effets différents, mais ces molécules-là interagissent les unes avec les autres, les uns avec les autres. Donc, ça veut dire que moi, là, quand je mange, je mange pas du potassium, je mange une banane qui contient des centaines de nutriments, mais souvent, la banane, c'est pas le bon exemple parce qu'on la mange toute seule. Mais si tu manges un repas... qui va être mélangé avec d'autres affaires. Avec plein d'aliments différents. Il y a des interactions entre tous les ingrédients. Et ça, en ce moment, en nutrition, là, c'est zéro. On ne sait pas ce qui se passe. C'est vrai, en ce moment, on ne sait pas ce qui se passe. Quand on mange des aliments, on ne connaît pas les interactions entre les nutriments. Mais on sait qu'il y en a. C'est ça. On sait qu'on ne peut pas les calculer séparément. On sait qu'il y a une interaction, mais on ne sait pas c'est quoi l'effet. Exact. Okay. Donc, ça se pourrait que tu manges ça, puis ça s'annule, mettons. Oui. Ça se pourrait. On ne sait pas. OK? Donc, pourquoi? Parce que même quand on a étudié des interactions, un exemple dont les gens entendent souvent parler, c'est celui du fer et de la vitamine C. Donc, quand tu manges du fer, surtout chez les végétariens, par exemple, que le fer des végétaux est moins bien absorbé que le fer dans les aliments animaux, c'est vrai. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si tu rajoutais de la vitamine C, ça augmentait l'absorption du fer. Yeah. Fait que ça rend ça plus efficace, oui. Mais en laboratoire. Pas dans un corps humain. Moi, quand je mange... Okay, et donc, mais sauf que ça a donné naissance à
faites-vous une petite salade d'épinards avec des tranches d'agrumes. Comme ça, vous allez mieux absorber le fer dans vos légumes et ça vous en aurez plus. Mais encore une fois, on le sait pas. Mais la réalité, c'est qu'on le sait pas parce que peut-être que tu as mangé autre chose qui interagit. Et donc, je reviens, mais chaque aliment contient des centaines de molécules. On mange plein d'aliments ensemble et tous ceux-là... Donc, ça veut dire que c'est une infinité de réactions qu'on ne connaît pas du tout. Et plus que ça, c'est qu'en ce moment, la science de la nutrition, on connaît à peu près une centaine de molécules dans les aliments qu'on connaît bien. C'est-à-dire qu'on est capable de dire où ça se retrouve, quel impact ça a sur notre corps et à peu près leur métabolisme. Donc, quand tu en manges, qu'est-ce qui se passe dans ton corps à peu près, qu'est-ce qui est absorbé, qu'est-ce qui n'est pas absorbé. On le sait à peu près, une centaine. En ce moment, on connaît plus que des dizaines de milliers de molécules dans les aliments. Il y en a plein qu'on ne connaît pas encore, mais on connaît des dizaines de milliers de... dont on ne sait rien en ce moment. C'est hyper angoissant quand tu commences à penser à toutes les variables c'est impossible de le contrôler, de le calculer. C'est tellement complexe. Grosso modo, pourquoi j'explique ça, c'est que finalement, c'est tellement complexe que c'est impossible de le contrôler. Et donc, plutôt que de dire, parce qu'il y en a qui vont dire, alors, il faut juste qu'on augmente la science et qu'on devienne de meilleur en meilleur pour plus le contrôler. Moi, c'est plus comme, hey, tu sais quoi? On lâche ça. Oui, parce que de toute façon, quand la science va s'améliorer, on va découvrir des nouvelles variables aussi. Oui, ça sera puis jamais quand ce sera plus les nutriments, ça va être la génétique. Puis après ça va être le microbiote. Ouais. Puis après ça, toutes les interactions entre eux. Donc, c'est une infinité. Mais encore une fois, ça se peut que grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux ordinateurs quantiques, encore une fois, que je connais pas rien là-dedans, mais qui vont avoir des puissances de calcul tellement élevées que là, on va être capable de vraiment mesurer les interactions entre des milliers et des milliers de molécules ensemble. Peut-être qu'on va être capable de le prévoir et éventuellement, ça se peut, peut-être. Mais en ce moment, c'est juste tellement complexe qu'on est tellement loin encore d'être capable de le contrôler, surtout pour la vie de tous les jours, que moi, je suis comme consommateur, comme mangeur dans la vie de tous les jours, laissons ça aller et restons sur le plancher des vaches, là, puis parlons d'aliments plutôt que de parler de nutriments. Ouais. Pour moi, c'est ça ma philosophie. Pas parce que la nutrition, ça vaut rien, non. C'est important de faire de la recherche. Mais nous, dans la vie de tous les jours, on mange des aliments. Donc, parlons d'aliments. Parce que l'autre problème avec le nutritionnisme aussi, c'est que le jour où on a accepté que pour être en santé, il fallait manger des choses qu'on n'était pas capable de voir, de sentir, de mesurer. Parce que, regarde nos ancêtres, eux, ils mangeaient des aliments. Donc, tu es capable de les toucher. Donc, ce que tu considères comme un bon aliment, c'est des signes extérieurs. Oui. Back in the days. C'est comme, ça sent bon, ça goûte bon. Tu as l'impression que c'est frais. Puis tu sais, je fais des recettes, tout ça. Donc, j'ai les sens. Comme être humain, j'ai des sens pour me dire qu'un aliment est bon pour moi. Mais le jour où on a accepté que c'était plus des aliments qui étaient nécessaires, mais que c'était les nutriments qui étaient bons pour notre santé, on a accepté que pour être en santé, il fallait manger des choses qu'on peut pas voir, qu'on peut pas goûter, qu'on peut pas sentir, puis qu'on peut pas mesurer, nous, sans avoir des outils particuliers qui appartiennent à qui? À la science, aux scientifiques. Et donc, on est devenu... plus se fier, c'est ça. On est dépendant de quelqu'un d'autre qui va nous dire ça, c'est bon, ça, c'est bon. Exactement. Ouais. Et donc, le nutritionnisme a créé un terreau fertile pour le charlatanisme. Certainement, mais pour bien des choses. En fait, on est devenu vulnérable et on est devenu dépendant de d'autres personnes qui vont nous dire c'est quoi bien manger. On peut plus savoir nous-mêmes, on a besoin de quelqu'un qui nous le dise. Et ça change complètement parce qu'une semaine, on va nous dire telle chose, puis la semaine d'après, il y a une nouvelle étude qui va sortir puis qui va nous dire le contraire. Donc là, on devient complètement perdu. Oui. C'est comme, je sais plus qu'est-ce qui est bon pour moi, puis nous, ça peut changer dans 3 jours, dans une semaine. Fait je sais plus. Puis donc, ça a des conséquences sur notre santé mentale, sur notre anxiété, notre relation avec les aliments, et sur notre dépendance à ces spécialistes-là et aux gens qui se disent comme des spécialistes. Donc, ça a ouvert la porte vraiment à une très grande vulnérabilité pour nous comme consommateurs. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de revenir sur, non, on mange des aliments. La science est très importante, on doit continuer à la faire, mais là on va communiquer. Parlons d'aliments, ne parlons sur plus de quelque chose qu'on peut voir et qu'on peut contrôler. OK. C'est super intéressant. C'est beaucoup de stock. Non, mais regarde, si on peut revenir à l'étiquette maintenant, là. Oui. Qui est ta question initiale. En fait, moi, c'était même spécifiquement les calories. Okay. Mais là, on a ouvert une porte de... Il y a plein d'autres affaires aussi. Mais moi, c'était aussi spécifiquement aux calories parce que je comprenais pas non plus c'est quoi l'utilité. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis à la base? Parce que, tu sais, si on regarde justement par rapport à certaines vitamines, sur l'étiquette, c'est comme le 30% de ce que tu as besoin dans la journée. Ouais. Les calories, j'ai pas l'impression que, peut-être c'était fait pour ça à la base, mais j'ai pas l'impression qu'il y a personne qui l'interprète comme ça c'est tel pourcentage de l'énergie dont j'ai besoin dans ma journée. C'est vraiment plus l'inverse de non, ça va me faire engraisser. En fait, la seule utilité, c'est
c'est de nous faire penser à la prise de poids éventuelle. Je vois pas d'autre but de mettre des calories sur une étiquette alimentaire. Oui, alors, l'étiquetage nutritionnel, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est assez récent. De mémoire, je pense que c'est 2007 que c'est obligatoire sur les aliments. C'est-à-dire que c'était apparu avant, mais si je me trompe pas, puis là, j'espère que je dis pas n'importe quoi, mais je suis pas mal certain que 2007, c'est l'année où c'est devenu obligatoire que tous les aliments devaient en avoir. Donc, c'est relativement récent dans notre histoire d'avoir accès à ça et de le retrouver partout, presque partout. Donc ça, c'est un outil de santé publique. Mais encore une fois, puis c'est pour ça, peut-être que tu as l'impression que j'ai ouvert plein de portes, mais elles sont importantes, ces portes-là, pour les comprendre, parce que la santé publique, donc c'est quoi l'objectif de la santé publique? C'est d'améliorer la santé des gens. Oui. Bon. Et donc, on envoie dans notre société, je vais vous dire, plein d'outils pour essayer d'aider les gens à faire des meilleurs choix ou d'avoir des environnements qui sont plus favorables, etc. Donc, en alimentation, en nutrition, ça passait par, on va les aider à faire des meilleurs choix. Mais comment est-ce qu'on les aide dans une perspective nutritionniste? Parce qu'on a l'impression que c'est ça la vérité. Ben, on va leur donner les informations sur les nutriments qui se retrouvent à l'intérieur des aliments et comme ça, ils seront capables de faire des bons choix. Et les nutriments qui se retrouvent sur l'étiquette, ce sont des nutriments qui sont considérés comme étant plus problématiques pour les gens. C'est-à-dire que c'est... Donc, si, admettons, je te dis pas n'importe quoi, c'est ça. Si on considère que les maladies du cœur, c'est une problématique importante d'un point de vue de santé publique, alors on va te mettre sur le tableau de la valeur nutritionnelle les gras trans, par exemple, ou les gras saturés, parce qu'on sait que ça a un impact sur la santé du cœur. Selon ce qu'on perçoit comme des problématiques de santé publique, les étiquettes changent. Ben oui, absolument. Et même un exemple, c'est que dernièrement, ça a changé. Il y a quelques années, on a changé certains nutriments parce que là, on se rendait compte qu'aujourd'hui, puis là, je me sais même plus c'est lesquels parce que justement, je parle tellement plus des nutriments dans la vie que genre... Mais grosso modo... Donc, tu as des vitamines et minéraux en bas de ton tableau. Tu as 4 vitamines et minéraux qui sont mis de l'avant obligatoirement. Puis ça a changé il y a quelques années parce qu'on se rendait compte que ceux qui étaient là avant, ils n'étaient pas problématiques. C'est rare que les gens manquent de ces nutriments-là. Fait que dans le temps, oui. Maintenant, c'est plus nécessaire. Donc, changeons-les pour des nutriments qu'aujourd'hui, on considère comme étant problématiques. Donc, ces problématiques-là sont importantes à traiter. Ça, je ne savais même pas. Moi, j'avais l'impression qu'il y a certains des trucs qui étaient dans les étiquetages qui étaient des trucs positifs qu'on voulait. Justement, le 30% de ma dose quotidienne de telle affaire. Absolument. Mais quand je te parle de problématiques, ça veut dire... peut-être que c'est pas le bon terme. Problématique important. dans le sens où... oui, OK. C'est ça qui en manque. Faut qu'on mette la loupe là-dessus parce que c'est important. Parce que peut-être qu'il en manque dans la vie des gens puis ils devraient en manger plus. OK? Donc, mettons des fibres. Oui. On doit manger des fibres. Ben, on va leur mettre la quantité de fibres, comme ça, on va les aider à en manger plus, parce que c'est important pour leur santé. Mais les calories, ça fait la même chose. Si tu considères que l'obésité est un problème de santé publique, alors tu vas donner des outils pour que les gens prennent pas de poids. Oui. 12 000 guillemets, pour ceux qui n'écoutent pas, écoutez mes guillemets. Mais pour ceux en audio. Je les mets à côté du micro pour que vous les entendiez. Mais donc c'est ça. Donc, c'est pas du tout surprenant que les calories se soient retrouvées là, parce que l'obésité est perçue comme un problème de santé publique, donc le gouvernement va mettre de l'avant quelque chose pour aider les gens. Mais, et là, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, parce que toi, tu me dis, mais tu sais, si je vois que c'est 30%, ça m'aide à faire un choix pour les nutriments, si je suis capable ça m'aide à faire un choix, mais les calories, on dirait que je suis comme pas capable vraiment de l'utiliser, parce que c'est comme, je vois des chiffres, mais je sais pas trop ça s'applique à quoi. Moi, j'ai le goût de dire que peu importe quelle ligne se retrouve sur ce tableau-là, il n'y a rien sur lequel je peux me fier, finalement. Pas que tu peux te fier, mais c'est extrêmement difficile d'appliquer ça dans ta vie de tous les jours, là, parce qu'on ne sait pas vraiment de combien on a besoin de rien. Oui. Puis même si je te dis, hey, il y a 30 grammes de protéines dans tel aliment. Oui, effectivement, c'est vrai. Qu'est-ce que ça te fait dans ta vie? Ça change absolument rien. Ou si je te disais, ou à l'inverse, si moi je te dis, dans le fond, tes besoins en protéines, c'est à peu près 0,8 à 1 gramme de protéines par kilo. Ça, c'est tes besoins à chaque jour. Là, tu peux le calculer. Fait que là, on va faire, OK, je pèse tant, j'ai besoin de tant de grammes de protéines. D'accord. Que faire avec cette information-là dans la vie de tous les jours? Je vais-tu commencer vraiment... Est-ce qu'il faut vraiment que je commence à calculer mes calories mes protéines à chaque repas? Non. Donc, oui, tu t'intéresses aux calories, puis c'est ça qui t'a allumé, mais pour moi, tous ces chiffres-là restent le même. Ah ouais. Je vais faire toute ma parenthèse ou ma mise en garde avant qu'on continue pour être sûr que je me fasse pas poursuivre par personne. Je te dis pas qu'il y a zéro utilité. Mettons, je vais donner un exemple très clair et simple. Les glucides, les gens qui sont diabétiques ont besoin de calculer leurs glucides, de les estimer. Encore une fois, c'est pas parfait, mais de les estimer parce que, mettons, s'ils doivent s'injecter de l'insuline, ils doivent calculer combien de glucides ils consomment pour être capable de savoir combien d'insuline s'injecter. Ouais.
oui, c'est vrai que ça peut être un outil qui est utile pour certaines personnes qui ont des problématiques de santé. Donc, je dis pas que c'est 0-0. Mais pour la majorité des gens, de manière générale, ces informations-là, j'ai l'impression qu'elles sont très difficilement applicables dans la vie de tous les jours. Dans les dernières années, Santé Canada a aussi essayé de faciliter ça, justement, en rajoutant, tu sais, le genre 5%, c'est pas beaucoup, tu sais, 10%, je sais pas si t'as déjà vu ça. J'ai même pas vu ça, mais c'est comme des indicateurs. Ça te donne une fenêtre. C'est ça. Ouais, okay. Donc là, ils vont te donner, t'es comme, ah, ça c'est pas beaucoup, ça c'est un peu, puis ça c'est beaucoup. Tu sais, donc juste pour comme te donner un range un petit peu, puis t'aider à. Mais même à ça, c'est extrêmement difficile parce qu'en plus, où se trouvent les étiquettes? Où se trouve le tableau de la valeur nutritive? Ça ne se trouve que sur les aliments emballés. Oui, oui, pas de viande, fruits et légumes. Or, d'un point de vue de santé publique, si tu veux vraiment que ta population soit en santé, qu'est-ce que tu veux qu'ils mangent? De manière générale, ce sont des aliments qui n'ont pas d'emballage. Ouais. Alors, si on se met à prendre des gâteaux au chocolat puis à comparer leur tableau de la valeur nutritive puis dire lequel qui a le plus de fibres puis le plus de protéines puis peu importe, on fait vraiment fausse route parce que le rôle d'un gâteau au chocolat dans ta vie, c'est de te rendre heureux, pas d'être bon pour ta santé puis d'aller chercher ces nutriments-là. Par contre, ça peut te faire choisir des aliments légers, faibles en calories. Parce que tu te fais croire que c'est meilleur pour la santé, parce qu'on t'a dit parce qu'on a démonisé les calories, parce qu'on te dit que c'est pas bon, que ça va te faire prendre du poids. Donc là, tu te tournes vers des aliments qui sont faibles en calories, pas en te faisant croire, mais parce qu'on t'a fait croire. Je pense que c'est plus ça. Ouais. Mais en fait, il y a plein d'études qui montrent que les aliments diètes ou légers ne font pas perdre de poids. Donc ça marche même pas. Fait que la promesse est implicite, c'est-à-dire un produit qui est 15% plus faible en calories, il ne dit pas qu'il va te faire maigrir, mais la promesse est implicite quand même. C'est ça l'intérêt. C'est le but de l'achat. Absolument. On sait que ça ne fonctionne pas d'un point de vue de la science et souvent, c'est qu'ils ne sont pas satisfaisants. Parce qu'on a peut-être enlevé du sucre, on a enlevé du gras. T'es perdant all the way, en Absolument. fait. Oui, c'est pas le même goût. Tu vas te forcer à manger quelque chose qui ne va pas vraiment te faire plaisir en croyant que tu vas avoir des bénéfices pour la santé qui finalement ne sont même pas prouvés d'un point de vue de la science. Donc, parce qu'on a mis de l'avant les calories, dans ce cas-ci, les consommateurs, encore une fois, se font avoir par le marketing nutritionnel que l'industrie va mettre de l'avant. Donc, pour moi, c'est comme une autre bonne raison de dire on ne devrait pas... C'est pas utile. Pas que c'est pas utile, mais qu'on ne devrait pas les utiliser. Puis, je reviens là-dessus, mais c'est les aliments, d'un point de vue santé publique, et Santé Canada, c'est ça qu'ils recommandent aussi là, avec le guide alimentaire canadien. Les aliments qu'on devrait consommer en majorité, ce sont des aliments qui n'ont pas d'emballage. Et qui n'ont pas de tableau de la valeur nutritive pour te dire « Hey, check comment je suis bon pour ta santé, moi! » Ils n'ont pas cet emballage-là, mais c'est eux qu'on devrait manger. Est-ce que j'ai l'impression que tu as un peu répondu à la question depuis le début, mais est-ce que tu penses qu'on devrait enlever complètement les indices ou qu'on en garde certains qui sont justement genre les glucides qui sont essentiels pour certaines personnes, mais que dans l'ensemble, on enlève le tableau, nutritionnel? Je suis pas... Tu sais, je pense qu'il y a des gens en santé publique qui ont réfléchi encore bien plus que moi à la question, puis je suis pas encore rendu à dire comme retirons-le, parce qu'en même temps, j'ai goût de dire à l'inverse, un des trucs au moins que ça aide, c'est que l'industrie, au moins c'est comme une réglementation sur l'industrie. Parce qu'à un moment donné, l'industrie est bien contente de m'entendre. Tout ce que je te dis depuis le début, là, les compagnies sont bien contentes que des nutritionnistes te disent comme hey, l'étiquette finalement, je sais pas si ça vaut tant la peine, parce qu'eux, ils seraient bien contents si on l'enlevait. Enfin, ils pourraient mettre ce qu'ils voudraient. Ça serait free for all, puis ils pourraient faire ce qu'ils veulent. Donc, c'est sûr que moi, il y a quand même cette question-là que je me dis, tu sais, je trouve ça quand même important qu'on garde certaines balises pour l'industrie. Et là, mettons, il y a un nouvel étiquetage qui s'en vient très prochainement. Je savais même pas ça. Qui ne fait que il y a des délais supplémentaires accordés par Santé Canada, toujours, parce que pauvre industrie, ils sont pas capables de s'adapter si vite que ça. Ils sont capables de sortir un produit en 6 mois, c'est ça, mais ils ont besoin d'un délai. Ils ont besoin de 10 ans pour sortir le changement d'étiquetage. Mais, donc, grosso modo, c'est que maintenant, on va avoir, en plus du tableau de la valeur nutritionnelle, qui est à l'arrière, et qui a la liste des ingrédients, désormais, à l'avant des produits, il va y avoir un étiquetage nutritionnel simplifié avec 3 nutriments. Ça va être c'est le sucre, le sel et le gras. OK. Et ça va être comme... ça va être genre élevé en sucre, élevé en gras, élevé en... que j'ai dit d'autres? En tout cas, sel. Ouais. Et donc, ils le mettent sur le devant de l'emballage. Ça rappelle un peu l'étiquetage des cigarettes, dans un certain sens. C'est-à-dire que là, vraiment, on te le met dans la face, là, puis on essaie de te rendre l'emballage le moins attrayant possible. De plus en plus, pas qu'on s'en va vers ça, mais tu vois que c'est un peu le même genre d'outil qui est mis de l'avant. Et on veut le simplifier, justement, pour que les gens soient capables de rapidement faire un choix. Ça veut dire que si ça ne tente pas de retourner
l'emballage, puis de regarder. De tout checker. Parce que tu en as beaucoup. Puis de toute façon, comme on disait, c'est tellement variable que j'ai l'impression que des recommandations très larges sont probablement pas plus fiables. Mais tu sais, ça donne pas l'impression d'avoir un truc précis. Quand t'en parlais tantôt, je me demandais, OK, est-ce que l'autre façon, ce serait super enfantin, mais genre, il y a un code de couleur, vert, jaune, rouge. Alors, ça faisait partie des idées. OK. Donc, parmi ces étiquetages-là, ça faisait partie des idées de dire, est-ce qu'on va faire du jaune, vert, rouge? En Europe, en France en tout cas, mais je pense que dans d'autres pays européens, ils ont ce qu'ils appellent le Nutri-Score, qui est ABCDE, grosso modo, avec une gradation de couleurs aussi, mise de l'avant. Et ça va prendre en compte beaucoup plus de nutriments que nous, ce qu'on retrouve dans la grille. Là. Et donc, c'est comme un pas. Puis souvent, les gens me demandent, comme toi, qu'est-ce que tu penses du Nutri-Score? Parce que eux, c'est vraiment ça, le produit. Mais pour moi, c'est le même problème. C'est-à-dire que, mettons que nous, on va dire, je me souviens plus, on a combien sur notre tableau de la valeur nutritive. Mettons qu'on a genre 10 nutriments, puis que là, sur le Nutri-Score, eux en ont 20, mettons. Je te dirai des chiffres arbitraires parce que je me souviens plus c'est combien. Ben, c'est comme, oui, c'est mieux, 20, c'est mieux que 10 pour avoir un portrait d'un aliment. Mais si je te rappelle qu'un aliment contient des centaines, ben, t'es encore dans une goutte d'eau versus la réalité. C'est un pas de plus vers l'infini de variables qu'on contrôlera pas. Genre. Alors, même ça, je suis comme, oui, mais bof, tu sais. Donc, le nouvel étiquetage qui s'en vient, qui va être 3 nutriments, je suis comme, oui, je comprends le pourquoi, parce que c'est 3 nutriments qui sont considérés comme étant problématiques. Donc, les Canadiens mangent trop de... Et là, pour les gens qui nous écoutent, je remets mes guillemets, je cite Santé Canada, pas aléatoirement, mais... pas textuellement, mais grosso modo, les Canadiens mangent trop de sucre, les Canadiens mangent trop de sel, les Canadiens mangent trop de gras, donc on va les aider tout de suite à faire des choix d'aliments qui en contiennent peu. Mais même ça, je comprends le pourquoi, je comprends complètement d'un point de vue santé publique, mais à quel point ça va vraiment aider les gens, je sais pas. Et en plus, c'est que là, maintenant, on sait que ça peut être un trigger aussi pour certaines personnes. C'est-à-dire que... Oui, c'est sûr. Les gens qui ont eu des troubles alimentaires ou des trucs comme ça, juste voir des calories, ça va être quelque chose. Et donc là, c'est vraiment sur le devant. Puis tu sais, un autre exemple, mettons avec le Nutri-Score, justement, ça c'est un exemple qui était très intéressant. Donc, ce qu'on voit, c'est que, revenons au nutritionnisme. Si on accepte qu'un aliment n'est que la somme de ses nutriments, donc c'est-à-dire que l'important, c'est de manger des nutriments. Alors, l'industrie développe des produits ultra transformés, peu importe c'est quoi, avec les ingrédients qu'ils veulent, et pour avoir un beau tableau de la valeur nutritive selon les nutriments que, mettons, Santé Canada va regarder. Donc, si moi, je sais que Santé Canada va regarder le sucre, ben, je vais trouver une façon de faire mon produit qui contient le moins de sucre possible. Ouais. Donc, il va avoir l'air meilleur pour la santé. Mais dans notre compréhension de la nutrition, même que je te dis ça, pour certaines personnes, c'est comme, ben oui, c'est sûr qu'il est meilleur pour la santé, il y a moins de sucre. T'sais, donc, tant mieux parce que ça force l'industrie à reformuler ses produits puis à réduire leur sel, leur gras, leur sucre, puis mettre plus de fibres, plus de nutriments et tout ça. Donc, oui, c'est bon. Oui, mais l'industrie trouve toujours des tours de passe-passe pour reformuler ses produits pour faire de l'argent. Parce que le but de l'industrie numéro 1, c'est de faire de l'argent, point. C'est pas notre santé. Donc, si ils décident de reformuler pour avoir un beau tableau de la valeur nutritive ou pour faire des allégations de santé, ils vont se dire, OK, mettons que le sucre, on le regarde beaucoup. C'est l'exemple le plus facile à regarder. Si le sucre, on le regarde beaucoup, ben peut-être qu'au lieu de mettre du sucre, on va mettre des édulcorants de synthèse. Donc, des additifs qui ne fournissent aucune calorie, qui ne contiennent pas de sucre, mais qui goûtent sucré. Ouais. Donc, mon produit parce qu'on veut pas que ça soit moins bon. On veut pas que ça soit moins... Ça rende les gens moins accros. Donc, mon produit continue à être apprécié par les gens. Il a l'air meilleur pour la santé parce qu'il contient moins de calories, moins de sucre. Et donc, c'est parfait. Mais la réalité, c'est qu'on sait que ces additifs-là ont des impacts sur la santé. On sait qu'ils n'aident pas au contrôle du poids. Les édulcorants de synthèse, ça n'aide pas au contrôle du poids. Ça n'aide pas au contrôle de la glycémie. Donc, ça marche pas. Les promesses ne fonctionnent pas. Mais ça a l'air beau sur le tableau parce que lui, il contient moins de sucre que l'autre. Donc là, c'est ça qu'on voit. On voit beaucoup de reformulations. Est-ce que tu serais déprimé de travailler à Santé publique Canada parce que, tu sais, c'est comme... L'intention est bonne, l'intention est noble, mais... Il y a des gens qui doivent être un peu au courant et qui doivent avoir l'impression de travailler dans le bar. Ultimement, là, tu fais quelque chose qui essaie d'atteindre quelque chose, mais tu sais que tu n'as pas de contrôle sur rien. Fait que c'est un peu inutile. Oh my God. Mais moi, ben, OK. Je pense que je serais vraiment déprimé de travailler pour le gouvernement, point. Parce que autant c'est comme... dans l'idéalisation de dire hey, je peux travailler en santé publique puis genre je vais vraiment aider les gens. J'ai toute la population. Je trouve ça vraiment le fun. Puis je veux dire, dans un certain sens, je travaille en santé publique aussi, c'est-à-dire que tu sais, je véhicule des messages de santé dans la population.
Donc, c'est quand même quelque chose dans lequel je crois vraiment. Puis c'est vraiment important la santé publique, là. Comme... Je suis 100% d'accord, oui. Tu sais, comme... Puis je veux mettre de l'avant la santé publique. Je veux, comme les initiatives, oui, tu sais, comme pour vrai. Je veux vraiment les mettre de l'avant. Je comprends, oui. Tu nuances beaucoup mes propos, mais c'est parce que... Mais, oui, peut-être que des fois, je serais déprimé. Parce que c'est difficile. Ouais. C'est vraiment difficile. Puis en fait, encore une fois, je comprends complètement le pourquoi on s'en va dans une direction. Même, j'ai le goût de dire, tu sais, tous ces gens-là qui travaillent en santé publique, ils se sont penchés bien plus que moi aussi sur ces questions-là. C'est-à-dire que leur réflexion est peut-être 3 pas en avant de moi, mais sont peut-être limitées par la politique ou par comme l'aspect financier ou peu importe où est-ce que tu as le droit ou pas le droit de faire, puis tout ça. Donc, c'est lent. Donc, tu sais, je pense qu'ils font vraiment du mieux qu'ils peuvent. Puis je pense pas que ça vaut rien, là. C'est pas genre ça vaut rien, puis non. Non. Tu sais, je pense qu'il y a quand même un certain intérêt, mais je pense que c'est quand même dangereux de se dire, OK, on a réglé le problème grâce à ces solutions-là. Je pense que c'est peut-être plus là. Mais je pense pas qu'eux-mêmes pensent ça. C'est-à-dire que je pense pas qu'eux-mêmes se disent comme, OK, on a l'étiquetage sur le devant des aliments, il n'y aura plus jamais de problème de santé publique. Non, ils savent très bien. Non, mais c'est un outil parmi d'autres. Puis tu sais, même si je pense à la cigarette, c'est un très bon exemple parce que la cigarette, là, on en a mis en maudit des efforts pour être capable de diminuer le tabagisme. Puis c'est pas un seul outil qui a permis de réduire le tabagisme. C'est en mettant plein d'outils ensemble. Puis c'est vrai que ça c'est un succès de santé publique incroyable contre une industrie puis un lobbying qui était hyper fort. C'est vraiment impressionnant quand on le regarde avec du recul, là, oui. Puis aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire utilise le même playbook que l'industrie du tabac. Donc, les mêmes stratégies qui ont été utilisées, c'est les mêmes. Donc, on peut vraiment s'inspirer de ce qui a été fait dans la lutte au tabagisme avec comment ça se passe avec l'industrie agroalimentaire. Donc, je pense qu'on a eu beaucoup d'apprentissage avec ça. Mais c'est juste pour te dire que c'est pas un seul outil. Donc, encore une fois, il n'y en a pas d'outil parfait. Puis, il n'y en aura jamais un seul outil parfait. Mais quand tu additionnes différents outils ensemble, c'est là qu'on se dit, OK, on va être capable de peut-être changer les choses puis d'améliorer l'alimentation de la population puis tout ça. Mais tu sais, je pense qu'ils savent très bien, en fait, que c'est pas avec juste une affaire que ça va tout changer. C'est pas parce que Kellogg a réduit son sucre sur un céréal que... Absolument. mais je pense que c'est vraiment important de continuer quand même, puis et de continuer à légiférer l'industrie. T'sais, je pense que c'est vraiment important de pas lâcher ça, justement, parce que ça serait pas mieux. Oui. De toute façon, s'il n'y avait aucun contrôle, oui. C'est ça serait pas mieux. Le vrai idéal, ça serait que les budgets de santé publique, on puisse les mettre sur la promotion des fruits et des légumes, mettons, puis ça serait, mettons, le vrai idéal, ou l'accessibilité des fruits et des légumes, ça serait vraiment, vraiment hot. Mais souvent, les lobbies sont pas là. Il n'y a pas genre le lobby des producteurs de zucchini. Ça doit exister en plus, mais c'est pas eux qui ont le gros argent pour faire la promotion de quelque chose. Oui. Ben non, absolument. C'est ça. On se bat contre des budgets immenses. Et plus ça avance, plus c'est gros. Je veux dire, les mergers entre compagnies agroalimentaires continuent à se faire de façon incroyable. Donc, on se bat juste contre des bibittes par avoir 5 compagnies qui possèdent toutes les autres petites compagnies. Ouais. Exactement. Donc, on se bat contre des bibittes qui deviennent de plus en plus grosses. Donc, ça va devenir de plus en plus difficile. Et là, en tout cas, on pourrait en parler longtemps, mais qui deviennent assez puissantes pour influencer le gouvernement aussi par après. Puis, et tout ça. Donc, oui, je pense qu'il faut quand même continuer en santé publique de mettre de l'avant ces outils-là et de les améliorer. Et là, peut-être que ça m'ouvre la porte, en fait, pour continuer de parler de santé publique, mais c'est que je t'ai parlé, depuis le début, je te parle de nutritionnisme. Puis comment, pour moi, cette vision de la nutrition qui est trop réductrice parce qu'on fait juste regarder les nutriments séparés. Moi, pour être honnête, je savais même pas qu'il y avait une nuance entre nutrition et nutritionnisme. Je pensais que c'était la même chose. Je pensais que c'était le même domaine. Oui, OK, attention. Là, je comprends la différence, mais... Alors, donc, là, je parle vraiment de nutritionnisme. OK. Donc, c'est vraiment le concept de voir les aliments donc sous la loupe de la nutrition, grosso modo. Donc, la nutrition qui est la science, mais le nutritionnisme, c'est comme ce concept-là pour dire on regarde les aliments sous la loupe de la nutrition. Et donc, oui, moi, ma formation de nutritionniste, c'est faite sous la loupe du nutritionnisme parce que c'est comme ça que la science de la nutrition s'est bâtie. Puis, avant d'aller plus loin, je te refais un autre petit cours d'histoire de la nutrition. Mais si tu retournes en arrière, c'est que la science de la nutrition, elle est née dans un contexte de santé publique qui était très différent d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque où la nutrition est née, les problèmes de santé publique les plus importants, c'était tous les problèmes infectieux. Là. Oui. Mais ça, pas que ça n'a pas rapport avec la nutrition, mais tu comprends que c'est autre chose. Ou les carences en nutriments.
Donc là, on avait des gens qui On manquait d'iode, on manquait mettons de vitamine C. Oui. Donc le scorbut, par exemple, ou le rachitisme avec la vitamine D, mettons, ou peu importe. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que quand on a découvert que dans les aliments, il y avait des petites molécules que quand je donnais cette molécule-là à quelqu'un, elle guérissait de sa maladie. Que pendant des siècles, le monde mourait de la maladie. Et là, on vient de découvrir, là, hey, si je donne du citron, ou si je donne la vitamine C à quelqu'un qui a le scorbut, il n'y aura plus le scorbut. Ouais. Oh mon Dieu, c'était ça le problème. On a réussi à traiter... Donc là, puis ça fonctionnait, puis c'était clair. Et donc ça, c'est facile. C'est un modèle très facile de maladie parce que il me manque de vitamine C, je donne de la vitamine C, le problème est réglé. Et là, on en a eu beaucoup de succès comme ça, où on trouvait une maladie, qu'on ne savait pas qu'est-ce qui se passait, on trouvait le nutriment qui manquait, on le donnait aux gens et pouf, le problème disparaît et on guérit des problèmes de santé publique super importants. Donc c'est pour ça, mettons, le lait au Canada est enrichi en vitamine D obligatoirement. Pourquoi? Ben, c'était pour combattre le rachitisme, qui est un problème de santé publique super important. Des gens qui manquaient de vitamine D. Donc des super belles réussites de la santé publique. La nutrition est donc née dans ce contexte-là où on avait une maladie, une solution et bingo, tout va bien. Mais aujourd'hui, les problèmes de santé publique ne sont plus le scorbut puis le rachitisme. C'est du passé. On a réussi à les traiter, ces problèmes-là. Aujourd'hui, nos problèmes de santé publique, c'est les maladies du cœur, le cancer, le diabète, qui sont causés par un paquet de facteurs, et pas juste par l'alimentation, mais par plein d'autres choses. Mais on continue à réfléchir de la même façon parce que c'est comme le framework de la nutrition qui était, c'est quoi le nutriment qui est le méchant finalement? C'est lequel qui cause ces maladies-là? C'est-tu le gras? C'est-tu le sucre? C'est-tu les gras trans? Une solution simple que oui. Et donc là... selon les tendances, selon les découvertes scientifiques et tout ça, on voit la rotation de le gros méchant, c'est le sucre, le gros méchant, c'est le gras, le gros méchant, c'est le sel, le gluten, le nanana. Parce qu'on est toujours à la recherche de c'est qui le gros méchant nutriment qui cause tous nos problèmes de santé. Mais on ne va jamais le trouver, ce nutriment-là, parce qu'il n'existe pas, parce que nos problèmes de santé publique sont multifactoriels, donc sont causés par plein de choses aujourd'hui. Mais on continue à réfléchir de la même façon. Donc, c'est pour ça qu'on doit changer notre façon de voir l'alimentation, de voir la nutrition. Pourquoi je te fais ce petit cours d'histoire-là? C'est parce que si je critique autant le nutritionnisme, je ne suis pas le seul non plus à le critiquer, il y a d'autres chercheurs qui se sont dit comment est-ce qu'on peut faire pour mettre sur pied des outils de santé publique pour aider les gens à faire des meilleurs choix alimentaires sans tomber dans le nutritionnisme. Et donc, il y a des chercheurs qui ont à peu près une dizaine d'années, peut-être un petit peu plus maintenant, ont développé un concept qui s'appelle NOVA. Donc, NOVA, c'est quoi? C'est une équipe de chercheurs brésiliens qui ont développé ça. Puis, il y a un professeur au département de nutrition à l'Université de Montréal qui s'appelle Jean-Claude Moubarak, qui lui faisait son post-doc à l'époque au Brésil, donc il a vraiment contribué à ça, mais qui est une sommité dans le milieu de la nutrition, puis pour ce concept-là, qui vit à Montréal, puis qui fait de la recherche. Et qui est parmi, je te dis, là, mais qui est parmi les chercheurs les plus cités de l'Université de Montréal. Donc, extrêmement influent. Donc, cette découverte-là, pas une découverte, mais ce concept-là était extrêmement important. Qu'est-ce que c'est? C'est un revirement complet. Donc, c'est du revers de la main, on jette le nutritionnisme. Et là, on va regarder les aliments dans leur ensemble. Fait que eux, ce qu'ils ont fait, ces chercheurs-là, c'est qu'ils ont classé les aliments, plutôt que de les classer selon les nutriments, ils les ont classés selon le degré et les types de transformation qu'ils subissent. Donc là, ils ont fait 4 catégories d'aliments. Tu as des aliments frais et peu transformés. Mettons, des œufs, du lait, des fruits, des légumes, de la viande, tout ça. Après ça, tu as les ingrédients culinaires. Donc ça, c'est des aliments qu'on ne mange pas dans la vie de tous les jours, mais qu'on utilise pour cuisiner souvent. Donc de l'huile, du sel, quoi d'autre? Du beurre, mettons. Des affaires comme ça, que tu ne mangerais pas à la cuillère, du sucre, mettons. Bon. Après ça, tu as les aliments transformés. Parce que là, tu prends des aliments frais et peu transformés, puis tu rajoutes un ingrédient culinaire. Fait que maintenant, tu fais du pain, tu fais du fromage. Ou bien tu mets en conserve des légumineuses ou des légumes parce que tu as rajouté du sel dedans, bon, peu importe. Donc, des aliments transformés. Et après ça, tu as les aliments ultra transformés. Ils sont les trucs industriels, finalement. Exactement. Donc là, qui sont des formulations industrielles qui contiennent des ingrédients qu'on ne retrouverait pas dans nos cuisines à la maison, donc des additifs, ou qui subissent des transformations industrielles qu'on ne pourrait pas faire nous-mêmes à la maison. Genre que ça rend vraiment des machines très, très, très poussées pour faire cette transformation-là. Donc, une fois qu'ils avaient fait cette catégorisation-là, ce qu'ils ont voulu voir, c'est quoi l'impact de ces différentes catégories-là sur la santé. Donc là, ils ont fait des études pour voir, grosso modo, comme les gens qui mangent plus de tel type d'aliments, qu'est-ce que ça a comme impact. Puis grosso modo, puis là, c'est pas surprenant parce que là, on est 15 ans plus tard quasiment après ça, mais qu'est-ce qu'ils ont découvert? C'est que
les gens qui mangent plus d'aliments ultra transformés ont plus de maladies du cœur, de cancer, de diabète et plein d'autres problèmes de santé, ont un profil nutritionnel dans leur alimentation qui est plus faible. Et à l'inverse, ceux qui mangent plus d'aliments frais et peu transformés sont en meilleure santé que les autres. Donc ça, ce que ça a permis, ce concept-là, c'est c'est que ça imbrique des centaines de nutriments dont je te parlais. Oui. Oh, oui. Ils sont tous impliqués là-dedans. On les a tous calculés, mais c'est juste que c'est tellement complexe que ça en devient simple. Oui. C'est-à-dire que Ouais, au lieu tu fais de juste dire 4 catégories, puis c'est applicable dans notre vie de tous les jours, Oui. justement. Donc Ouais. nous, on dit, tu as mangé une pomme, mais on considère que tu as mangé une pomme entière qui contient ces centaines de nutriments-là. On n'a pas besoin de tous les décortiquer. Ouais. On sait que c'est ça que tu as mangé. Et après ça, on est capable de voir quel impact ça a eu sur ta santé. Donc, les gens souvent, ils peuvent se dire, ah, mais c'est vraiment simple. Non, c'est que c'est tellement complexe. On a tellement accepté la complexité des aliments qu'on a été capable de le simplifier et de le catégoriser en ces 4 catégories-là. Donc, grosso modo, eux, ce qu'ils disent, puis je suis quand même assez d'accord parce que la science leur donne raison, c'est que ce sont les aliments ultra transformés contre lesquels on doit se battre. Et encore une fois, je te parle d'un point de vue de santé publique. Oui. C'est-à-dire que je ne vais jamais démoniser quelqu'un qui boit du coke ou qui mange des biscuits ou peu importe. Mais c'est ça, pas le problème. mais on le voit comme, c'est ça, c'est un plaisir, c'est pas une source d'énergie. Absolument. C'est pas, ouais. Puis ça a sa place dans notre vie, puis c'est correct que ça amène du plaisir. Mais c'est qu'en ce moment, à peu près la moitié de nos calories aujourd'hui proviennent des aliments ultra transformés. Donc ça a pris une très grande place et relativement récemment dans notre histoire. Ces aliments-là sont apparus, ça fait pas si longtemps. C'est devenu des aliments du quotidien. Ils prennent une grande place de notre apport calorique ou notre apport alimentaire à tous les jours. Et c'est que c'est en train de se répandre partout sur la planète. C'est-à-dire qu'on voit la transition que partout sur la planète, c'est ça que les gens sont en train de manger de plus en plus. Et ça a des impacts sur la santé. Et donc, eux, ce qu'ils disent, c'est contre ça plutôt qu'on devrait se battre ou qu'on devrait essayer de légiférer. C'est les aliments ultra transformés. Et donc, ça, ce que ça fait, ce concept-là, c'est que comme on ne parle pas de nutriments, parce que c'est comme implicite qu'on parle de nutriments, ben mettons l'industrie qui te sort tes nouveaux biscuits faibles en sucre, ben c'est des aliments ultra transformés pareil. Mais en fait, si on va dans cette logique-là, si on voulait couper quelque chose d'un point de vue santé publique, c'est tout ce qui aurait des affichages, tout ce qui aurait la grille. C'est tout ultra transformé en général. Pas tout, mais parce que des aliments transformés peuvent en avoir. Mettons, du fromage ou des conserves, des trucs comme ça, ils peuvent en avoir. Mais oui, une bonne partie de ça, certainement. Puis encore une fois, je pense c'est important pour moi de faire la distinction. C'est-à-dire que, pour moi, des fois, le discours entre ce dont on parle en santé publique, c'est-à-dire, on devrait, puis encore une fois, je reviens à la discussion qu'on a eue au dernier épisode, mais on devrait faciliter l'accessibilité aux aliments frais et peu transformés et peut-être rendre plus difficile l'accès aux aliments ultra transformés, mettons. Je pense que c'est ça qui est la solution. Donc, on devrait aider les gens à faire des choix qui vont leur faire plaisir et qui vont être bénéfiques pour leur santé, grosso modo. Mais jamais je vais dire à quelqu'un, mange pas ça, c'est pas bon pour ta santé. C'est pas ça, c'est pas vraiment ça, là. C'est vraiment d'un point de vue de santé publique. Donc, plutôt que de dire, sortons un 4e affichage qui nous dit quels nutriments on retrouve à l'intérieur, que là, c'est un en avant, un en arrière, un en haut, un en bas. Oui, ça finit puis par... genre des lumières. Puis il y avait déjà trop d'informations pour ce qu'on était capable de calculer. Fait que oui, c'est ça. Et donc, même Nutri-Score, même ces autres systèmes-là qui existent, ben pour moi, c'est pour ça qu'ils sont pas si intéressants que ça, parce qu'on retombe dans la même logique. Alors que Nova, donc ce concept-là, je le trouve hyper intéressant. Puis comment ça serait applicable en épicerie, justement? Ça serait... En fait, la façon dont c'est utilisé présentement. Donc, le guide alimentaire brésilien, puis ça, c'est intéressant parce que quand le guide alimentaire brésilien est sorti, ça fait combien de temps? Peut-être une dizaine d'années, en tout cas. Parce que ce que je t'ai dit, c'est que cette invention-là, de ce concept-là, c'est une équipe au Brésil. Donc, probablement qu'ils ont influencé beaucoup plus les politiques à l'époque. Et donc, le guide alimentaire brésilien, quand il est sorti, a complètement cassé le moule de tous les autres guides alimentaires dans le monde. C'est-à-dire que plutôt que de catégoriser les aliments sous leur profil nutritionnel, comme nous on le faisait, nous aussi c'était donc l'arc-en-ciel, mettons, de genre les fruits et les légumes ensemble, les aliments, les protéines, les viandes, les substituts, le lait, nanana, qui finalement c'est le profil nutritionnel. On le disait pas, mais c'était ça qu'on regardait. Mais plutôt que de faire ça, on va donner des conseils qui vont être basés sur la transformation des aliments. Donc là, t'avais genre, on te montrait que c'était les aliments frais et peu transformés que tu devais mettre de l'avant, mais en plus, on te donnait des conseils de genre cuisiner le plus possible, blablabla, bon, whatever. Aujourd'hui, mettons, Santé Canada a sorti son nouveau guide, entre guillemets, ça fait 5 ans maintenant, mais le guide, c'est beaucoup inspiré du guide alimentaire brésilien. Donc, et ça a influencé beaucoup de politiques de santé publique à travers le monde, de dire, OK, on change carrément notre façon de faire la promotion de la saine alimentation, on va plus faire
sous la loupe du nutritionnisme, mais on va le faire en se basant... au Brésil, c'est en se basant sur Nova ou avec ces apprentissages-là. Ici, quand le guide est sorti, je pense que Nova est encore trop récent. Puis ça, je te dis ça comme... C'est ce que j'ai cru comprendre un peu en parlant avec du monde, mais il n'était pas prêt, maintenant. Pour qu'il l'affiche, pour qu'il s'affiche exactement. Directement sont pas inspiré affichés, de... C'est ça, c'est pas affiché de ça. On voit les inspirations très claires, mais le guide alimentaire, encore aujourd'hui, tombe dans le nutritionnisme. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est que, donc avant, on classait les aliments entre fruits et légumes, grains entiers, blablabla. Puis là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on montre une assiette. Puis là, on dit genre la moitié de l'assiette, c'est des fruits et des légumes. Un quart, c'est les grains entiers. Puis un quart, c'est les aliments protéinés. Mais des aliments protéinés, c'est des protéines. Ce qu'on dit, c'est mange des protéines. Donc, on mange des nutriments. Fait qu'on on a commencé à parler des aliments, puis poup, on tombe dans mange des nutriments. Alors, pour moi, on n'est pas encore rendu. Là. C'est comme ça va s'en venir éventuellement. Mais donc, ça pourrait être des outils de santé publique carrément qui nous mettent... Oui, c'est ça. Ça serait vraiment de l'éducation, c'est ça, à travers justement le guide alimentaire. Mais, encore une fois, ce qui est important de comprendre, c'est que pour moi, un guide alimentaire, je suis sûr que tu l'as pas lu, le guide là. Puis personne le lit, puis c'est pas grave, c'est pas ça l'important. Des fois, il est affiché... Il me semble qu'il était affiché dans les classes scolaires ou des trucs comme ça quand j'étais jeune, mais... Oui, mais peu importe. Que tu l'aies mis sur ton frigo ou pas, ou whatever, c'est pas ça le vrai pouvoir d'un guide alimentaire. Le vrai pouvoir d'un guide alimentaire, c'est d'aiguiller les politiques de santé publique. Donc, c'est comme le gouvernement qui s'engage à ça, c'est la direction qu'on prend pour les prochaines années. Nous, c'est ça qu'on considère qui est une saine alimentation. Oui, OK. Si on se soucie de la santé de la population... On va dans ces directions-là. Travaillons sur cette direction-là. Donc, si on dit que manger des fruits et des légumes, c'est bon pour la santé, ben moi, mettons que je décide de faire un projet de recherche ou bien de mettre sur pied une campagne de santé publique qui aiderait les gens à manger plus de fruits et de légumes de X façon, ben ça me donne un truc de... Ben, vous avez dit que manger des fruits et des légumes, c'est bon, puis moi, je peux vous donner un outil qu'on va mettre en place pour aider les gens à manger plus. Donc, pour ça, donc, le guide alimentaire, c'est un pouvoir très important. C'est pas un pouvoir de je vais lire mon guide et là, OK, je fais mon assiette, je mets la moitié de fruits et des légumes. Oui, un peu, là. Mais le vrai pouvoir, c'est ça aiguille les politiques de santé publique. Donc, après ça, si, mettons, dans les écoles, on décide de mettre un menu pour les enfants puis qu'on nourrit, donc, à partir de l'argent gouvernemental, on nourrit des jeunes, ben, on va créer choisir les menus en fonction de ce qu'on a considéré qu'était une saine alimentation. Donc, c'est super important. Donc, ça aide vraiment la santé publique, mais après ça, c'est comme, OK, voici la direction. Et là, on peut mettre en place plein d'outils, plein d'interventions, plein d'initiatives qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant qu'en ce moment, que là, on soit un peu à mi-chemin, c'est-à-dire qu'on ait cassé un petit peu le moule du nutritionnisme à 100%. On l'est encore parce que c'est très long à changer, puis c'est très difficile, je pense, de s'en sortir. Tu sais, par exemple, le guide alimentaire canadien, il va parler d'aliments hautement transformés. Ils n'utilisent pas le ultra transformé qui est trop associé à Nova, mais tu sais, clairement... Mais ça veut dire la même chose? Oui. Ben, oui, non. Okay. Tu comprends? C'est clair que c'était pas voulu, mais eux, comment ils considèrent un aliment hautement transformé, c'est par la quantité de sel, de gras et de sucre qui se trouve à l'intérieur. On retombe encore dans les vieilles habitudes. On retrouve dans le nutritionniste. Et donc, c'est pour ça que maintenant, on a un étiquetage qui s'en vient. Tu comprends? Oui, je comprends. Donc, si Santé Canada a considéré qu'un aliment hautement transformé, c'est un aliment riche en gras, sucre, sel, alors on va mettre en place un étiquetage qui va aider les gens à choisir des aliments qui ne sont pas trop riches en gras, sucre, sel. Mais si on changeait ça éventuellement, alors ce sera autre chose qui va arriver. Mais donc, ça reste cohérent. Au moins, on ne peut pas leur enlever. Oui. Ça reste cohérent dans leur promotion de la santé. Mais c'est juste pour ça. Donc, ça, c'est une façon dont on pourrait utiliser Nova, c'est en changeant pas l'étiquetage, mais le guide alimentaire ou bien les orientations stratégiques pour c'est quoi qu'on définit comme des aliments bons pour la santé, entre guillemets, pour notre population. Puis après ça, mettons en place des façons pour que ce soit le plus accessible possible, le plus facile, le fun, comme enlevons toutes les barrières pour que les gens soient capables de le manger. C'est comme des aliments qui vont être bons pour eux. Genre. Fait que c'est un peu de cette façon-là qu'on pourrait l'utiliser. Je comprends. OK. Ouais. Puis j'y crois vraiment beaucoup à ce concept-là. Je pense que pour moi, je le vois vraiment comme le futur. Est-ce que c'est parfait? Non. Puis genre, j'espère qu'il va y avoir des critiques qui vont arriver puis qu'on va... C'est important là, de faire avancer. Oui, que ça continue à bouger. Mais oui, c'est quand même un gros changement de paradigme aussi. Là. Ça va complètement ailleurs. Oh. Je pense vraiment que c'est un hyper gros changement puis c'est pas surprenant que ce soit un des chercheurs les plus cités de l'Université de Montréal aujourd'hui parce que ça a vraiment changé beaucoup de choses dans notre vision de la nutrition, notre conceptualisation de la saine alimentation. Ça a vraiment changé beaucoup de choses, puis je crois vraiment beaucoup à cette façon de le voir parce que c'est simple. C'est super simple parce que je sais que c'est
Tu as 4 catégories, c'est selon leur transformation, mais c'est une simplicité qui tient compte de la complexité de la nutrition. Puis ça, pour moi, c'est révolutionnaire. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a des trucs que tu voudrais plugger avant qu'on se laisse? Notamment, encore une fois, ton deuxième livre, je pense que ça vaut la peine parce que ça tombait vraiment pile. Oui. Exactement, ben c'est ça. Mon deuxième livre, N'avalez pas tout ce qu'on vous dit, c'est littéralement un peu la discussion qu'on vient d'avoir, en plus poussé avec plein d'exemples, des illustrations et tout ça pour mieux le comprendre, mais c'est comme un guide pratique pour développer son esprit critique par rapport à tout ce qu'on entend sur la nutrition. Ouais. Puis donc, ça, je pense que c'est un peu un essentiel. Ben, si ça intéresse les gens, c'est quand même un... Pour continuer la discussion, mettons, c'est ça que ça leur prend. Sinon, mon balado, on s'appelle Et on déjeune sur Audio de Radio-Canada. Donc, on continue avec ma co-animatrice, Catherine Lefebvre, on continue à diffuser des épisodes régulièrement. Fait que plus qu'une centaine d'épisodes. Oui, c'est ça. Vous en avez déjà beaucoup en backlog. Où est-ce qu'on se pose beaucoup trop de questions sur l'alimentation puis qu'on a des discussions extrêmement poussées. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, tu peux déballer ton jouet sexuel d'Eros. J'ai pris le premier sac dans la boîte. Puis d'habitude, tu fouilles dans la boîte pour choisir celui que tu veux. Mais là, tu peux. C'est toi qui as choisi? J'ai pas choisi, j'ai juste pris un sac dans la boîte. Je vais avoir tes vieilles cages à pénis. Putain, j'avais fait une super sélection des meilleurs dildos en ville et toi, t'as fait une sélection de trucs weird. On a fait des demandes à Eros tous les deux. Moi, je pensais qu'il y avait une limite de prix. Je pensais qu'il y avait un cap de prix, honnêtement. Et... Wouh! Je pense que j'ai su que Vanessa... C'est pas celui-là que Vanessa voulait? Ben, c'est celui que tout le monde veut, en fait. Womanizer. C'est celui que tout le monde veut, Womanizer. Il y a une carte dedans, tu peux lire la carte de description. Ah oui, c'est ça. Moi, j'étais déjà en train de le déballer. Ouais, t'étais déjà prêt. Tu penses-tu que tu vas réussir à provoquer un accouchement avec ça? Ben, ça va être le test ultime. Ça serait vraiment une bonne promo, ça te fait perdre tes os. Womanizer Eros. Découvrez le Womanizer Eros d'Eros et compagnie. Un simulateur clitoridien à air pulsé de renommée mondiale. Repensé avec les couleurs d'Eros pour votre plus grand plaisir. Optez pour le Womanizer et profitez d'une stimulation incomparable qui vous garantit des orgasmes plus rapides et la possibilité d'enchaîner plusieurs orgasmes à la suite et d'accoucher d'un gros bébé. Ce qui me fait rire, c'est pas parce que je suis super immature puis je ris parce qu'Emma dit orgasme, mais c'est parce qu'Emma est en train de bouncer sur une boule de yoga en ce moment pour provoquer son accouchement, puis en lisant ça, c'était vraiment très étrange. Ben ouais, mais on vous donnera des nouvelles si le Womanizer a... Avoue que... Mais ça serait quand même fucked up s'ils peuvent rajouter ça dans leur liste de trucs. C'est vrai que les gens ont envie de plopper un bébé, on se masturbe pas. ben c'est toujours utile. Ça peut pas nuire. Merci d'avoir écouté l'épisode.